En 1851, un navire un peu particulier traverse la Manche. À son bord, l'équipage dépose un câble télégraphique dans les fonds marins reliant la France au Royaume-Uni. Le début d'une nouvelle ère où les communications vont aller toujours plus vite. Aujourd'hui, les télégraphes ont disparu, mais les câbles sous-marins, immergés dans les profondeurs des océans, se sont multipliés. Sans eux, Internet ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Des câbles qui traversent la planète, connectent les continents et au cœur d'une nouvelle concurrence dans laquelle se sont invités les géants du net. Les smartphones, le Wi-Fi ou encore la 5G donnent l'image d'un monde sans fil. Pourtant, si nous connaissons Internet tel qu'il est aujourd'hui, c'est bel et bien grâce à des fils, ou plutôt des câbles sous-marins. Pour regarder cette vidéo, écouter une musique en streaming ou envoyer un email, des données transitent par Internet et traversent de vastes distances en un fragment de seconde. Dans cette course de vitesse, les satellites ne jouent qu'un rôle marginal. L'écrasante majorité des données circulent en effet par des câbles sous-marins qui canalisent près de 99% du trafic. Comme celui-ci, inauguré en 2021, reliant directement l'Europe à l'Amérique du Sud, du Portugal jusqu'au nord-est du Brésil, 6000 km de fibres optiques permettant à des données de parcourir un aller-retour en moins de 60 millisecondes. Une vitesse que l'on appelle le temps de latence. Des câbles sous-marins comme celui-ci, il en existe des centaines. En 2021, on en dénombre plus de 420 de par le monde, d'une longueur cumulée de 1,3 million de kilomètres. Des chiffres qui ne cessent d'évoluer avec l'accroissement du trafic mondial. Ces câbles, qui sont en quelque sorte les autoroutes d'Internet, n'ont rien de nouveau. Après de précédents échecs, c'est en 1851 qu'un premier câble télégraphique sous-marin opérationnel est posé, reliant la ville de Calais dans le nord de la France à celle de Dover dans le sud du Royaume-Uni. Une petite révolution permettant d'échanger rapidement des messages des deux côtés de la Manche qui donnera le coup d'envoi à l'installation de nombreux autres câbles. En 1858, un câble transatlantique reliant l'Irlande à Terre-Neuve au Canada, dont la majeure partie sous l'océan, permet à la reine Victoria d'envoyer un court message au président américain de l'époque, message qui parviendra 16 heures plus tard. Mais l'aventure est de courte durée, le câble devient obsolète une vingtaine de jours plus tard. C'est en 1866 qu'un paquebot britannique parvient à poser un câble transatlantique enfin opérationnel dans la durée. Avec ses plus de 200 mètres de long, ce navire de voyage s'offre une nouvelle carrière dans la câblerie, embarquant plusieurs milliers de kilomètres de câbles de cuivre à son bord, dont le lovage est effectué manuellement dans une cuve et déployé dans l'océan grâce à une machine comme celle-ci. Désormais, quelques minutes suffisent pour transmettre une communication des deux côtés de l'Atlantique. À l'époque, tout reposait sur des câbles comme celui-ci. Cet échantillon aurait été déployé en 1866 dans la mer du Nord. Après les télégraphes, l'histoire se poursuit avec les câbles téléphoniques sous-marins. Les téléphones arrivent dans les villages, puis directement dans les foyers. Les communications longue distance coûtent cher, mais elles sont possibles. Le début d'une nouvelle époque où tout va plus vite pour les particuliers et les entreprises. Puis en 1988 est posé le premier câble de fibre optique à sillonner l'Atlantique. L'essor d'Internet au cours des décennies suivantes ouvre l'ère de l'instantané et de la mobilité. Les internautes discutent en direct, gèrent leur vie sociale et achètent en ligne. Bref, les usages sont illimités. À chaque fois, au cours de cette histoire, les câbles sous-marins ont joué un rôle déterminant. Une véritable épopée ayant vu les câbles gagner en performance et couvrir des distances toujours plus impressionnantes. Comme celui-ci, d'une étendue de 39 000 km, le plus long du monde en 2021. Pour résister aux pressions et aux aléas des océans, ces câbles renferment un concentré de technologie et de protection. À l'intérieur, plusieurs fibres sont assemblées les unes aux autres, sélectionnées selon le cahier des charges du client
puis entrelacés dans un premier tube auquel se superposent diverses gaines de protection. Internet a beau dépendre de ces câbles, ces derniers n'en restent pas moins très fins. Un câble tient dans une main. Quand on parle de câble sous-marin, on imagine toujours quelque chose d'assez volumineux. En fait, un câble sous-marin, c'est tout petit, hein. Ça a la taille d'un tuyau d'arrosage, voilà, c'est quelques centimètres. Alors, l'élément principal constitutif d'un câble sous-marin, eh bien, ce sont des fibres optiques. Les fibres optiques, c'est ce qui va permettre de faire passer un flux de lumière, une onde de lumière, et c'est cette onde de lumière qui va transmettre l'information à l'intérieur du câble. Donc j'ai devant moi un morceau de câble sous-marin, et vous voyez qu'une fibre optique, c'est tout petit, on est de l'ordre de grandeur d'un cheveu. Alors cette fibre optique, comme elle est petite et qu'elle est fragile, elle est entourée d'un certain nombre d'éléments pour la protéger. Vous voyez qu'ici, il y a des torons métalliques qui vont protéger la fibre à la fois de l'écrasement et de l'étirement. Ensuite, on va trouver un anneau de cuivre qui est ici, qui va servir à faire passer un tout petit peu de courant électrique, parce que le signal photonique, on a besoin de le régénérer, de lui redonner un peu de puissance à l'intérieur du câble, tous les 80 à 100 km, et donc il faut du courant électrique, et ce courant électrique, il va passer sur cet anneau de cuivre. Et puis enfin, on va trouver une protection électrique, de manière à isoler cette partie qui contient un peu de courant électrique de l'eau de mer à l'extérieur. Avant le déploiement des câbles, des navires équipés de sonars partent en mer effectuer des relevés topographiques des fonds marins et déterminer ainsi la pose et la route les plus adéquates. Ce sont ensuite des navires câbliers qui effectueront la pose. Comme celui-ci, le René Descartes, propriété d'Orange depuis 2002. Avec plus de 140 mètres de long et 20 de large, il héberge 3 cuves et près de 6000 km de câbles à son bord. À savoir que la pose d'un câble en haute mer est plus rapide et moins coûteuse qu'à l'approche des côtes où les terrains sont plus accidentés et où l'on peut procéder selon les circonstances à un ensouillage sous les sédiments. Loin des premières tentatives du XIXe siècle, les câbles sous-marins constituent aujourd'hui un marché structuré où chaque acteur joue un morceau de la partition. Il y a d'abord les fabricants. Une grande partie des câbles sous-marins posés dans le monde sont fabriqués dans le nord de la France, à Calais, dans l'usine d'une entreprise française, filiale du finlandais Nokia, en 2021. C'est l'un des 3 grands acteurs, aux côtés de 2 groupes japonais et américains. Avec ses sous-traitants, l'usine de Calais représente environ 2000 emplois et la société revendique plus de 600 000 km de câbles dans le monde. Malgré son caractère stratégique, ce marché reste cantonné à une niche, 2 milliards d'euros en 2018 selon le patron d'Alcatel qui estime que ce chiffre devrait doubler d'ici 2023. Aujourd'hui, il y a un autre acteur qui émerge et qui est l'acteur chinois sur ce marché des câbles sous-marins, qui répond à une volonté, une double volonté. D'abord celle des routes de la soie, construire davantage de câbles sur le monde, mais également en termes de marché, être dans une posture d'arrivée. Donc en 10 ans, vous avez un acteur qui est Huawei Marine Networks, qui a été racheté depuis par Hengtong Marine et qui monte en puissance sur ce marché. Il y a ensuite la pose et la maintenance, effectuées par quelques fabricants, mais aussi des sociétés spécialisées sur ce segment. Pour localiser un incident, des répéteurs installés à distance régulière le long des câbles, pour maintenir le signal, permettent de situer la branche concernée. Et des robots sous-marins sont régulièrement plongés sous l'eau pour effectuer les réparations. Comme celui-ci, environ 7 tonnes de technologie immergées dans les profondeurs. Des morceaux de câbles sont ainsi remontés à la surface afin d'être remis en état, puis replongés. De leur côté, les systèmes et logiciels sont mis à jour, en moyenne tous les 5 à 10 ans. Les câbles sont pilotés à distance dans des salles de supervision comme celle-ci, un lieu confidentiel que nous avons pu filmer. Pour des raisons de sécurité, nous devons flouter une grande partie des images. Sur les écrans, une visibilité en temps réel sur les liens et les transmissions du réseau de câbles sous-marins, mais aussi de fibres terrestres et satellites. C'est ici que sont prises les décisions en cas de dysfonctionnement sur un câble,
Et lors de la pandémie, ce fut la salle de crise où le réseau français a été adapté pour résister aux confinements successifs et au télétravail. Enfin, les derniers acteurs de ce marché, ce sont les exploitants de câbles. Le plus souvent, des opérateurs télécoms qui, avec, commercialisent de la bande passante. Et comme un projet de câble coûte cher, des centaines de millions d'euros dans certains cas, il arrive que plusieurs opérateurs se regroupent autour d'un même projet. D'un point de vue historique, le plus long câble du monde, c'était le 6083. Il faisait 39 000 km de long. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau projet de câble qui n'est pas encore complètement en pause. C'est un projet qui s'appelle Tout Africa, qui regroupe un certain nombre d'acteurs, Facebook, Orange et 26 autres opérateurs et sociétés de télécommunications. Et ce câble va ceinturer complètement l'Afrique. Alors originellement, il faisait 37 000 km, c'est-à-dire un peu moins que le 6083, mais là, on vient d'ajouter de nouvelles branches qui vont porter sa longueur totale à 45 000 km, et ce qui en fera le plus long, et là aussi, je pense, de nouveau, le plus cher câble au monde. Comme nous venons de l'entendre à l'instant, de nouveaux acteurs sont entrés en jeu dans la course au câble sous-marin. Les géants du net. Alors que ces derniers achetaient de la bande passante à travers les câbles, les GAFA déploient désormais leurs propres infrastructures dans les océans. En 2020, Google a encore fait poser un câble super puissant en partenariat avec Orange, reliant la Vendée à l'État de Virginie aux États-Unis. Pareil pour Facebook, cette fois-ci avec Orange et Vodafone, pour une ligne reliant le Royaume-Uni à l'Amérique du Nord. Coût estimé 250 millions d'euros. L'arrivée fracassante des GAFA suscite néanmoins des inquiétudes relatives à la neutralité du net, selon laquelle les opérateurs devaient historiquement assurer une égalité de traitement dans l'acheminement des données. Seuls les opérateurs de communication classiques vont être soumis à ce devoir de neutralité, donc acceptation de nombreuses communications par le câble sous-marin. Les GAFA ne sont pas soumis à ce régime, ce qui signifie que, effectivement, si les GAFA investissent massivement sur le marché aujourd'hui, et si demain ils deviennent des acteurs majoritaires dans l'investissement des câbles sous-marins, forcément vous allez avoir des questions en termes de gouvernance qui vont se poser, et comment est-ce qu'on peut être sûr que l'intégralité des contenus qui sont aujourd'hui transportés sur le globe continueront à être à transiter par ces infrastructures. A l'inverse, le câble EllaLink, dont nous avons parlé au début de cette vidéo, n'a pas une vocation uniquement économique, car il sera en partie dédié à des organismes de recherche européens et sud-américains. Si les câbles sous-marins existent depuis plus d'un siècle, ils sont récemment revenus sur le devant de la scène. En 2021, ils ont été en plein cœur d'un scandale lorsque la télévision publique danoise a mis au jour une enquête. En s'appuyant sur un rapport interne au service de renseignement du Danemark, le média indique que les États-Unis auraient pu se brancher sur des câbles sous-marins danois au moins jusqu'en 2014, afin d'espionner des responsables européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel. À la suite de ces révélations, plusieurs chefs d'État ont exigé que la clarté soit faite sur cette affaire. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés. Au-delà de l'espionnage, d'autres scénarios sont imaginés, comme le sabotage. Dans l'écosystème de défense français, c'est la Marine nationale qui a la responsabilité de la sécurisation des câbles sous-marins. Maintenant, quand on regarde ça d'un point de vue pratique, sécuriser plusieurs milliers de kilomètres de câbles, c'est physiquement impossible. Voilà. Donc pour nous, la stratégie, c'est de multiplier le nombre de câbles de manière à pouvoir assurer à tout moment une redondance et que si un câble est coupé, eh bien on puisse basculer le trafic vers d'autres câbles. Après, des scénarios de coupure volontaire de tous les câbles sur une zone géographique, on les a étudiés. Alors, historiquement, ça existait. Au tout début de la Première Guerre mondiale ou au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, le premier réflexe des belligérants, ça a été d'aller couper tous les câbles sous-marins de l'adversaire. Alors, c'est envisageable, mais là, on serait dans des situations de crise et de conflits de très très haute intensité qui dépasseraient le cadre civil et on tomberait dans des considérations militaires qui seraient tout autres.
L'armée britannique envisage un navire de surface qui permettra de surveiller et protéger les infrastructures sous-marines. Avec un équipage d'une quinzaine de personnes, l'engin qui doit entrer en service en 2024 sera pourvu de capteurs et de drones sous-marins. Les États ont une marge de manœuvre assez importante pour sécuriser davantage ces infrastructures. Ils ont conscience qu'il faut protéger davantage les câbles sous-marins, mais ils peuvent réagir différemment. Et alors vous avez soit une protection physique de ces infrastructures qui s'améliore, avec une prise de conscience des marines nationales qui vont augmenter leur surveillance de ces infrastructures, soit vous avez une prise de conscience au niveau cyber, avec une amélioration des services chargés de ces infrastructures qui vont sécuriser davantage les réseaux d'information, qui vont permettre la bonne transmission d'informations du bout à l'autre du câble. Et puis vous avez aussi une action qui est en matière juridique, protéger davantage en renforçant la sécurisation, le contrôle sur les nouveaux projets de câbles qui vont atterrir. En matière de sécurité nationale, c'est important de veiller à quel acteur évidemment va poser ce câble sous-marin et est-ce qu'il est digne de confiance, on va dire, pour l'État. Enfin, si nous dépendons des câbles pour Internet, ces derniers n'en restent pas moins vulnérables. Qu'il s'agisse d'attaques de requins attirés par les ondes électriques, ou par les chalutiers qui ne sont pas à l'abri d'y emmêler leurs filets de pêche. Plus impressionnant, une étude a révélé qu'en 2020, une avalanche sous-marine de boue et de sable s'est produite dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique de l'Ouest, à l'embouchure du fleuve Congo, endommageant des câbles et provoquant des ralentissements dans le trafic Internet. Si la pose de câbles sous-marins est appelée à se multiplier, il faut aussi s'attaquer à leur dépose lorsque survient leur obsolescence et éviter ainsi de polluer les océans. En moyenne, la durée de vie d'un câble est de 25 à 30 ans. Enfin, des entrepreneurs pensent que les câbles sous-marins seront bientôt des vestiges du passé. Leur projet, connecter le monde grâce à des constellations de milliers de petits satellites. Pour certains, une pollution de l'espace. Pour d'autres, le début d'une nouvelle épopée.